Est-ce que vous pouvez vous présenter, puisque nous vous connaissons comme honorable député du Nord Kivu, est-ce que vous pouvez nous donner votre nom? Oui, je m'appelle professeur Emmanuel Samboura. Je suis directeur général de l'Institut de développement rural. J'étais député en 2006. J'ai été réélu dans les Massissi, mais on n'a pas proclamé le résultat. Nous attendons la situation. Donc, vous voulez dire que vous avez été victime de la gestion calamiteuse des élections de pasteur Goïmoulunda? Oui, c'est ça. Oui, alors, honorable Savoura, vous êtes dans le Nord Kivu, vous êtes député, vous y avez travaillé depuis 2006, donc vous êtes avisé de ce qui se passe là. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement là, quelle est la situation actuellement dans le Massissi et dans le Nord Kivu en général? Bon, en général, dans le Nord Kivu, vous savez qu'il y a eu les mouvements de M23 qui est composé principalement des anciens militaires de CNDP, oui, qui s'est retiré au niveau des volcans, oui, et en train de combattre contre le gouvernement. Vous avez appris aussi que le rapport des Nations Unies a montré qu'il y a une intervention du Rwanda. Donc c'est ça le problème au niveau surtout de la frontière, autour donc dans les volcans qui séparent Rutshuru, du moins le Congo et le Rwanda. Alors au niveau de Massissi, il y a des groupes issus des groupes armés par-ci par-là qui naissent. Il y a des anciennes, il y a des nouveaux groupes armés qui se fait aussi. Mais d'une façon générale, dans le Massissi, ça commence à être plus ou moins paisible. Mais les groupes armés comme les FDL, ça ne manque pas de perturber leur dans cette zone. Mais la principale préoccupation actuellement, c'est la confrontation entre FARDC et le M23. Selon vos analyses ou bien vos observations personnelles, est-ce que l'affaire d'essai est en train de faire du bon travail de ratissage pour mettre hors d'état de nuire ces insurgés? Jusqu'à présent, FARDC est en train de bien travailler parce que d'abord, au niveau de la population, il n'y a pas d'exaction au niveau de la population, il n'y a pas de perte de vie humaine au côté civil. Et ils ont quand même travaillé donc depuis Kichanga, Kiloriwe, Mouchak, qui est maintenant au niveau de la frontière. Bon, ils sont d'une certaine façon, on peut dire par rapport au passé, on peut dire qu'ils sont en train de bien travailler. Mais comme nous ne sommes pas, on est au front pour savoir exactement quoi. Mais jusqu'à présent, les deux parties sont bien côtés par l'observation tant national qu'international. Alors, selon les informations que vous recevez de front là, quelle est la situation? Est-ce que les insurgés sont en train d'être mis hors d'état de nuire ou bien ils résistent encore? Bon, de temps en temps, bon, de toute façon, ils résistent parce que s'ils ne résistent pas, il n'y aura plus de fonds. Donc, en principe, on les met hors d'état de nuire d'une certaine façon, mais ils continuent à résister, c'est pourquoi les choses existent encore. Sinon, on aurait déjà terminé. Que dites-vous personnellement sur l'intervention du Rwanda à côté de M23? Bon, l'intervention du Rwanda à côté de M23, c'est quand même un peu décevant, parce que d'abord, nous sommes tous de la BDG. Alors, ça serait maladroit de me rencontrer de voir qu'un pays de la communauté des pays des Grands Lacs puisse aider les insurgés contre un autre pays. Mais alors, quand ils disent qu'ils se sont révoltés et les Rwandais les appuient malgré tout, c'est pour défendre l'ethnie des Benyamulenge et d'autres rwandophones qui se trouvent dans le Kivu. Comment agissez-vous en tant que député? Bon, le rwandophone, ça veut dire quoi? Parce que c'est une exagération, parce que ce n'est pas tous les Tutsis qui sont à côté de M23. Il y en a qui sont restés, il y a qui sont vraiment contre.
Ce n'est qu'un groupe tout simplement de ce qui était dans le CNDP, que ce soit même, ce n'est pas militaire ethnique, parce que même dans le Nord, il y a d'autres qui s'associent à ces M23, même certainement Maïmaï s'associe à M23. Donc, en fait, ce sont des gens qui ne sont jamais contents quand il y a la paix, qui veulent profiter de la guerre, surtout côté d'extraction des minéraux du Congo. C'est tout de ce côté-là. Alors, quand une fois il y a la paix, je suppose qu'il y a de l'ordre, et quand il y a l'ordre, il n'y a pas moyen de contrôler des mines, il n'y a pas moyen de trafiquer. En fait, c'est ça. Donc, les gens ne sont pas contents qu'il y ait une certaine pacification. Ce qui se dit est que les Interamouais qui étaient au Congo, qui se sont sentis las, c'est-à-dire fatigués, ils ont choisi de rentrer au Rwanda. Maintenant, le Rwanda a peur de les garder pour ne pas avoir un lot très important de Hutus. Ils sont en train de les rentrer au pays, donc c'est-à-dire au Congo, dans le CNDP ou bien dans le mine pour faire les minerais. Est-ce que vous affirmez ou infirmez cela? Donc, c'est un peu différent. Moi, là, je ne sais pas les rapports qui entre les retours et les M23. Bon, vous savez, il y a toujours des raisons d'utilisation des vice-présidents des différents moyens de la guerre qui est engagée au Congo. Mais je pense que c'est un peu différent. Si réellement ils pouvaient rentrer, ça ferait du bien pour le Congo. Mais sinon, je ne sais pas comment on peut réduire le bien pour le moment. Donc, vous voulez dire que la guerre actuelle, c'est une guerre de prédation? Oui, mais bon, c'est une guerre de prédation comme ça a toujours été de ce côté-ci. Vous pensez que le gouvernement congolais n'a pas une part dans tout ça, puisque le Kivu en général n'est pas du tout en paix depuis que le gouvernement est en place? Est-ce que vous pensez que ce qu'ils font, ça suffit ou bien le gouvernement doit encore faire davantage? Bon, le gouvernement, nous attendons parce que le gouvernement vient à peine d'être mis en place. Et le gouvernement a été ici au Nord Kivu pour juste encourager les militaires. Nous attendons, je ne sais pas, on ne peut pas tellement les juger pour le moment, des actions parce que la guerre a commencé juste quand le gouvernement venait d'être mis en place. Donc on ne peut pas carrément condamner le gouvernement comme tel. Mais on demande encore plus d'efforts nécessairement, surtout dans le cadre de l'encadrement de nos militaires. Mais entre-temps, oui, encadrer ce qui se passe, mais d'autres côtés aussi continuer à la formation des militaires là où il n'y a pas la guerre. Oui, quand nous parlons du gouvernement, c'est une continuité, puisque c'est le même président Kabila qui est à la tête, c'est-à-dire il continue ses actions, il continue sa politique. Donc, c'est-à-dire, lui, en tant que responsable numéro 1 de l'armée, il n'a pas contrôlé la situation dans le Kivu, n'est-ce pas? Le gouvernement, non, il y a toujours le gouvernement, ce n'est pas le président. Il y a le président, il y a le gouvernement. Quand le gouvernement ne marche pas, le président peut changer. Donc, après les élections, maintenant, le président, oui, il était l'ancien président qui a été réélu. Il a mis en place un gouvernement. Pendant cette période-là, il n'y avait pas de problème. Parce qu'on ne sait même pas, c'est pourquoi on ne peut pas se justifier pourquoi il y a ce mouvement de M23 au moment où tout allait vraiment dans le bon sens. C'est ça les grands problèmes. Tout allait dans le bon sens et maintenant on vient freiner l'élan des actions qu'on espérait, qu'on pouvait être exiger du gouvernement. On pouvait exiger, mais qu'est-ce qu'on peut exiger maintenant pendant la guerre? C'est ça les grands problèmes en fait. Je pense que chaque effort, toujours qu'on peut dire des pots de bananes ou quoi, mais sont des bateaux dans les roues. Si nous devons revenir à la cause maîtresse de la guerre, quelles sont les exigences de M23 selon vos connaissances? Moi, les exigences de M23, on n'a jamais compris. Bon, il dit que le gouvernement n'a pas honoré ces accords c'est entre le gouvernement et le CNDP. Et puis, ça ne devrait pas être un autre mouvement, ça devrait être le CNDP qui devait nécessairement réclamer en fait. Ils disent non, il n'y a pas eu des accords, on n'a pas respecté des accords, mais on ne donne pas ces points 1, 2 et 3. Après que vous repoussez les savoir, pour que voilà, les points que le gouvernement n'a pas respecté les accords.
Et sinon, c'est toujours du Nord, les accords n'ont pas été respectés, lesquels? Ils donnent le point, ils disent qu'ils se sont entendus pour l'intégration de leur personnalité dans les institutions gouvernementales. Non, mais être intégré dans les institutions gouvernementales, c'est comment? Supposons qu'ici au Nord Kivu, il y avait un membre du CNDP qui était ministre. Au niveau central, pour intégrer un parti politique, il faut qu'il y ait le nombre de députés. Je pense au niveau de la présence des structures au moins à 5. Est-ce que les CNDP avaient 5 députés? C'est ça le grand problème. Est-ce qu'il y avait 5 députés pour entrer au gouvernement? Il y a des critères démocratiques. Il faut entrer au gouvernement par des critères démocratiques. Parlons un peu de rafle que la population que vous représentez du Nord Kivu est en train de connaître pour sa guerre. Quelle est la situation socio-économique dans le Nord Kivu depuis que la guerre a commencé? Bon, depuis que la guerre a commencé, vous voyez que le Nord Kivu est une région surtout agro-pastorale et surtout même agricole, si je peux le dire. Et quand la population est déplacée, et c'est surtout la population justement des campagnes, là on doit cultiver, à ce moment vous vous rendez compte que réellement ça ne va pas. Donc la grande majorité de la population est en déplacement, on ne cultive pas, et automatiquement l'économie tombe nécessairement. L'économie tombe. Même ici en ville, les coûts deviennent chers pour les vivres. À ce moment, les commerçants ne sont pas nécessairement bien, disons, ils ne se les trouvent pas, parce qu'ils ne trouvent pas des acheteurs. Vous voulez nous dire que la guerre, c'est dans la brousse, c'est-à-dire dans les villages et dans les villes de Goma, vous ne sentez rien. C'est dans les montagnes où les gens sont en train de se battre. Oui, les gens se battent au niveau des montagnes. Et ici à Goma, on ressent parce qu'on accueille les déplacés. Et aussi, on a les effets parce qu'on ne peut pas se déplacer facilement ceci. Là où il y a des combats, et puis on ne soit pas de vivre de ce côté-là. Et les déplacés sont tout autour de Goma. Tout à fait. Alors, honorable, nous savons que Goma, c'est une ville purement mercantile. Le 2 juillet, le gouvernement a largué de nouvelles coupures à valeur faciale élevée. Comment ça a été accueilli dans la population? Pour la population attend, ce n'est pas encore pratiquement sorti officiellement, mais ce n'est pas dans le main de chaque citoyen actuellement. Parce que moi j'ai été à la banque et j'ai reçu des anciennes coupures et ça continue à fonctionner comme d'habitude aujourd'hui. J'ai été sur le marché. Il n'y avait pas de différence pour le moment parce que ce n'est pas réellement en circulation. En fait, ça sera en circulation les jours de paie quand les fonctionnaires seront payés. C'est à ce moment qu'on va se rendre compte des nouvelles coupures. Alors, les fonctionnaires, semble-t-il, n'ont pas reçu leur salaire pendant plus de 2-3 mois puisqu'ils attendaient les nouvelles coupures. C'est vrai ça? Non, ce n'est pas partout. Quand on dit 2 ou 3 mois, je ne sais pas. Les fonctionnaires, moi-même, je suis fonctionnaire parce que je suis professeur. 2 ou 3 mois, je ne sais pas. Il y a des endroits où il y a des retards, mais ce n'est pas le cas. Donc, en tant que professeur, vous recevez votre salaire mensuellement? Oui, je reçois mon salaire mensuellement. Ok, professeur Savoura, c'est avec plaisir que nous vous avons reçu sur la voie de la démocratie congolaise qui émet depuis New York City. Nous ne manquerons pas de vous contacter dès que possible pour vraiment nous dire les nouvelles de la population que vous représentez et surtout pour vos étudiants. Un jour, nous allons en parler davantage. Ok, ça va, merci. Au plaisir, professeur. Au plaisir, professeur. Au plaisir.